Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, dans le cadre de la Biennale 2021 qui s'est dématérialisée compte tenu du contexte sanitaire, donc nous accueillons Thomas Rabineau et Alexandra, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, c'est Alejandra, mais ça va. Alejandra. Alexandra, c'est bien. Oui, Alexandra, ça va, c'est bien. Merci. Là, donc, pour vous parler avec Thomas Rabineau donc, de son livre, L'or moulin. Donc, Thomas, vous êtes historien et journaliste, spécialisé dans l'étude de la résistance et de la civilisation américaine. Vous êtes également professeur à l'Institut européen de journalisme à l'ECS de Marseille. Bon, ça, plus maintenant, mais c'est pas grave. Ah bon? J'ai plus le temps. Ah bon. Et donc, en fait, vous avez écrit un livre passionnant sur Laure Moulin, la sœur du héros que l'on connaît bien. Et donc, vous vous rendez vraiment hommage, en fait, à cette résistante discrète. Donc, c'est vrai que la première question qui nous vient à l'esprit, enfin, j'en ai deux, mais d'abord, je vais poser la première. Pourquoi Laure Moulin? Pourquoi avoir écrit sur Laure Moulin? C'est un peu un drôle de concours de circonstances. C'est-à-dire que, bon, j'ai oublié de dire que vous avez piloté quand même, donc peut-être que ça va répondre à ma question. Eh oui. Vous avez piloté le projet de création du musée Jean Moulin à Saint-Anthiol. C'est ça, Saint-Anthiol, au nord des Bouches-du-Rhône, qui est le berceau de la famille Moulin. Alors justement, comme j'ai fait des études spécialisées dans l'histoire de la résistance, des recherches, et puis j'ai écrit une première biographie de Jean Moulin, sur une approche plutôt intimiste du personnage. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la famille Moulin. Et en plongeant dans les archives, en examinant tout ce qui avait trait à cette documentation familiale, à l'action qu'il avait pu mener, je me suis rendu compte que sa grande sœur, Laure, qui est son aînée de 6 ans, elle est née en 1892 et lui est né en 1899, 7 ans plutôt. Elle occupait une place très importante dans sa vie, et c'était réciproque. Hein. Et j'ai constaté qu'ils avaient cette complicité qui était très forte et qui était très quasi fusionnelle, et qu'elle avait occupé une place importante à toutes les étapes de sa vie, y compris pendant la période de la Résistance. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle jamais d'elle? À chaque fois qu'on en parle, c'est pour dire, elle a écrit une biographie sur son frère, ce qui est vrai, et qui était un... Bonjour, excusez-moi. Salut. Ce qui était un travail assez important. Et on dit, voilà, elle s'est battue pour la mémoire, pour honorer la mémoire de son frère. Mais il y avait toute cette activité de résistante qui restait dans l'ombre. Et je me suis demandé pourquoi. Et bon, on va sans doute en reparler, mais il y a une conjonction de facteurs qui font que elle-même n'a pas voulu se mettre en avant. Au contraire, elle a effacé son rôle. Ensuite, il y avait une époque qui voulait ça, une époque pendant laquelle on n'honorait pas spécialement les femmes qui avaient fait de la résistance. Il y a un chiffre qui est assez parlant à ce niveau-là, c'est que sur les 1038 compagnons de la Libération, il y a 6 femmes. Donc, même si la moitié de ses compagnons sont des militaires, quand même, c'est même pas une minorité, c'est une micro-fraction. Et il se trouve qu'elle-même n'a pas été honorée par cette médaille-là, en tout cas. Elle a eu la Légion d'honneur, voilà. Mais je me suis dit, il y a quand même une histoire à raconter. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument en parler, rassembler, reconstituer sa vie, le fil de son existence. Et là, on découvre que ce n'était pas seulement une femme qui est restée dans l'ombre de son héros de frère, c'était une femme très indépendante, très libre d'esprit, qui a eu accès à des études supérieures, ce qui était très rare, hein, à cette époque, qui est devenue professeure d'anglais. Donc c'était une femme lettrée, voyageuse, qui était assoiffée d'horizons nouveaux, qui avait des opinions aussi politiques. Comme son frère, elle était dans ce berceau républicain familial, et donc elle a toujours défendu la République. Elle s'est portée volontaire pour être infirmière en 1914, alors qu'elle avait le bac, elle aurait pu commencer des études, et des études supérieures. Elle a préféré mettre ça entre parenthèses et se mettre au service du pays. Et cet engagement, on le retrouve jusqu'à la Résistance. Et donc, je me suis dit, c'est une injustice criante que cette femme ne soit pas plus connue que ça. Et finalement, elle est à l'image de toutes ces femmes qui ont fait de la Résistance, ces femmes de résistants, ses sœurs, ses proches, ses mères, ses cousines, etc., qui ont eu un rôle
irremplaçable et pourtant on n'en parle pas. Et elle, chez elle, c'est peut-être encore plus paroxystique, c'est encore plus symbolique de cette injustice puisqu'elle porte le nom le plus connu de toute l'histoire de la résistance. Et donc, je me suis dit que ça s'imposait et j'ai été particulièrement heureux de constater, quand j'ai eu ce projet qui a commencé à mûrir, j'ai constaté que beaucoup d'éditeurs me disaient mais ça, ah oui, ça, on te le prend, hein, oui, ok, on te fait un contrat. Donc, il y avait vraiment un intérêt au niveau du milieu éditorial. Et donc, ça s'est confirmé aussi par l'accueil que reçoit le livre, qui est plutôt satisfaisant. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a, dit-on, une femme. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, bon, Laure Moulin n'a pas été comme Lucie Aubrac, elle n'a pas pris les armes, entre guillemets, dans la résistance, pardon. Elle a été agente de liaison, secrétaire, traductrice, avec Jean Moulin de messages codés, dépositaire de certains secrets de texte. Mais moi, la deuxième question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que Jean Moulin aurait été Jean Moulin si Laure n'avait pas œuvré en secret auprès de son frère? En effet, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. De manière très factuelle, on constate qu'elle est la première en juin 1940, fin juin 1940, à lui dire « Jean, il faut que tu partes en Angleterre ». À cette époque-là, son frère n'a pas du tout ça en tête. Lui, il est préfet d'Eure-et-Loir, donc il est devenu un préfet sous Vichy et non pas un préfet de Vichy parce qu'il n'adhère pas au régime de Vichy. Il a tenté de se suicider le 17 juin 1940 quand des nazis ont voulu lui faire signer un protocole selon lequel des tirailleurs sénégalais de l'armée française auraient massacré des civils alors que c'était faux. Il a refusé, donc il a été torturé et pour éviter de déshonorer la patrie, donc il a tenté de se trancher la gorge. Donc tout ça, quand sa sœur l'a su, l'a énormément inquiété et elle lui a dit à mots couverts, parce qu'évidemment il correspondait dans un langage avec des expressions que seul pouvait comprendre. Elle lui dit « Jean, maintenant, il faut que tu retournes sur cette plage où on était l'été dernier ». Et cette plage, c'était une plage anglaise, puisque l'été dernier, l'été d'avant, en août 1939, ils étaient partis. Il y a une voiture qui arrive, je ne sais pas si je gêne. Non, c'est bon. Ils étaient partis faire un petit séjour en Grande-Bretagne. Bonjour. Et donc, elle lui met cette idée-là en tête. Ensuite, quand Jean Moulin va se lancer vraiment dans l'activité clandestine, dans la résistance, il va avoir besoin d'une personne de confiance. Et qui mieux que sa sœur pour remplir ce rôle? Et c'est ainsi qu'il va pouvoir avoir quelqu'un qui va l'aider, quelqu'un de confiance évidemment, qui va rédiger des rapports, qui va coder, vous l'avez dit, décoder des messages, retrouver des agents de liaison qui sont perdus, transporter du matériel radio, en fait, mener des actions très risquées pour lesquelles on avait besoin de quelqu'un en qui on a toute confiance. Et le fait est, c'est que sans sa sœur pour l'assister au premier plan, il n'avait personne pour mener ces activités qui prenaient un temps monstrueux. Pour se donner un ordre d'idée, il venait quasiment tous les week-ends à Montpellier, où Laure Moulin habitait avec leur mère Blanche, et du vendredi soir au dimanche, parfois jusqu'à 4 heures du matin, il codait chaque nuit des messages. Et c'était très fastidieux, hein, il ne fallait pas se tromper dans le décodage des différents caractères, etc. C'était très difficile. Et donc, sans sa sœur, c'est pas dit qu'il aurait pu mener la même action avec la même intensité aussi rapidement. Donc, en effet, la question se pose pour la résistance, comme elle se pose pour tous les résistants qui ont été aidés, qui ont fait de la résistance avec leurs compagnes. Et après, si on remonte dans le temps, on constate aussi que sa sœur a eu une influence importante sur lui, par exemple sur un plan culturel, artistique. Jean Moulin adorait le dessin, il voulait faire du dessin. Et il partageait cette passion avec sa sœur. Elle a été très proche de lui sur beaucoup d'éléments qui ont construit sa personnalité. Et donc, elle a joué aussi un rôle pour faire le Jean Moulin que l'on connaît, pour aboutir à la construction de cette personnalité. Disons qu'elle a aussi œuvré à ce niveau-là. Donc, on peut dire que sans sans Laure Moulin, Jean Moulin n'aurait peut-être pas été le résistant que l'on connaît. En tout cas, ça aurait été plus dur. Et c'est pas dit qu'il serait arrivé à remplir ses missions de la même façon. Alors, tout à l'heure, vous avez dit comme ça qu'elle n'a pas, à la fin de la guerre, elle n'a pas cherché du tout
à être reconnue, entre guillemets, ou être connue en tant que résistante. Pourquoi? Absolument. Il y en a plein qui auraient, enfin, excusez-moi, je vous coupe, qui auraient tiré la couverture à eux, si on peut dire. Hein. Oui, alors Pourquoi? alors elle n'a pas voulu, elle n'a pas claironné son activité, déjà parce qu'elle était très humble. Et comme beaucoup d'autres résistantes et résistants, elle estimait n'avoir fait que son devoir et n'avoir fait rien d'exceptionnel. Pour elle, ce qu'elle avait fait, c'était normal. Il y a ce premier point. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que dans cette période-là, entre 1944, 45, et ça va durer peut-être jusqu'à la fin de sa vie, Laure Moulin, jusqu'à donc en 1974, elle va œuvrer pour faire condamner ceux qu'elle estime responsables de la mort de son frère, c'est-à-dire les traîtres qui agissaient au sein de la résistance. Et c'était vraiment son obsession. Malheureusement, elle n'a pas réussi. On peut dire que les procès qui ont été intentés contre les principaux suspects sont entachés de multiples irrégularités. On peut dire que la justice n'a pas fonctionné correctement, bien au contraire. Et pour compenser, elle a dit, bon, c'était quasi simultané et instinctif, mais elle a voulu que son frère jouisse d'une aura incommensurable, soit reconnu comme un héros intouchable. Et c'était pour elle une façon de rétablir cette injustice qui avait eu lieu dans les prétoires pour que l'histoire, cette fois, rende justice à son frère. Et dans ce registre-là, elle ne voulait pas avoir l'air précisément de tirer la couverture à elle. Et donc, elle a porté l'aura de son frère en étant de toutes les commémorations, en ayant un rôle actif, par exemple, dans la panthéonisation. L'entrée de Jean Moulin au Panthéon en 64 démarre à l'origine par une demande d'un comité d'anciens résistants dont elle est la présidente. Donc, elle a vraiment joué un rôle de premier plan et elle ne voulait pas avoir l'air de mener cette quête-là en faveur de son frère d'une façon qui lui serait finalement profitable. Et donc, elle n'a jamais vraiment revendiqué son statut, même si, en 1954, elle a quand même été honorée par la République, puisqu'elle a eu la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Mais pour autant, il n'y avait personne pour la lui remettre. Aucun ministre, aucun président du Conseil. Donc, il a fallu qu'elle se débrouille. On lui a dit, voilà, on vous a décerné cette médaille. J'ai eu accès à son dossier de Légion d'honneur. Mais il n'y avait personne pour la lui remettre de manière solennelle. Du coup, ça s'est fait un petit peu entre deux portes, dans un couloir. En catimini. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, on voit bien dans votre livre que quand la guerre finit, elle a vraiment le fol espoir que son frère soit toujours vivant. Oui, ça va durer très longtemps. Ouais. Mais comment, enfin, je veux dire, elle collaborait avec lui. Comment se fait-il qu'elle l'ait su très tard? En fait, c'est en découvrant une fosse commune, c'est ça? Là, elle s'aperçoit qu'il y a le corps de son frère et que. En gros, alors il n'y a pas le corps, et ce sont les cendres. Je synthétise. Hein. Ouais. Alors, pour faire simple, en effet, elle était donc sa plus proche collaboratrice. En tout cas, au début de l'action de Jean Moulin. Après, quand il va déporter ses activités vers Lyon et surtout à Paris, là, à ce moment-là, Jean Moulin est entouré d'un secrétariat professionnel avec des recrues, la délégation, il y a une douzaine de personnes qui travaillent pour lui directement. Et donc, sa sœur se retrouve moins impliquée. Elle a plus cette proximité du quotidien quasiment. Il n'empêche qu'elle continue à savoir ce qu'il fait, il se voit assez régulièrement, mais elle est plus en première ligne, on va dire. Et quand elle apprend que son frère a été arrêté, elle l'apprend à la mi-juillet 43, et les personnes qui l'informent ne veulent pas lui dire qu'ils ont appris qu'il serait mort. Ils ont peur de ses réactions. Ils imaginent qu'elle va prendre des risques et donc mettre en péril toute l'organisation du sommet de la résistance. Or, ce n'est pas le cas. Elle était extrêmement responsable, extrêmement sérieuse et rigoureuse, donc ce n'était vraiment pas le cas. Et elle va apprendre que son frère est mort par la Gestapo, qui va venir en mai 1944 lui apporter un avis de décès. Mais cet avis de décès est truffé d'erreurs sur le nom de sa mère, le nom de leur mère.
différents éléments qui disent mais peut-être que ce document finalement ne dit pas la vérité puisqu'il y a des éléments qui sont faux. Et elle s'est raccrochée à cet espoir pendant presque 2 ans. Et elle va être confortée dans cette illusion parce qu'il va y avoir des témoignages qui vont arriver de personnes qui disent « Moi, j'étais en prison à Fresnes en août 43 et j'ai vu Jean Moulin. » Plusieurs personnes disent ça. Or, on dit que Jean Moulin est mort le 8 juillet 43. Donc, si on l'a vu à Fresnes en août, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Et elle se raccroche à ça avec Antoinette Saxe, qui était l'amante, on va dire la compagne de Jean Moulin. Toutes deux vont mener leur enquête et vont aboutir à la découverte de documents qui vont les conduire de pièce en pièce jusqu'à la reconstitution du trajet suivi par le corps de Jean Moulin, qui est retrouvé mort dans un wagon en gare de Metz le 8 juillet 1943. Elle va retrouver les Allemands qui ont constaté le décès. Elle va consulter les rapports qui font état, qui sont très durs pour elle à lire, puisqu'ils font état d'un homme qui avait terriblement souffert. Et elle va finalement découvrir que les cendres de l'homme qui a été transporté donc de Paris à Metz, puis de Metz à Paris, ce corps a été incinéré et elle arrive à localiser les cendres présumées de son frère dans l'urne 10 137, si je me souviens bien, au cimetière du Père-Lachaise. Mais on n'en a pas une certitude absolue. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'au Panthéon, sur le caveau où repose Jean Moulin, il y a écrit présumé Jean Moulin. C'est-à-dire qu'on est quasiment sûr que c'est lui, mais on n'en a pas la certitude absolue. Et il n'y a pas eu des recherches ADN Et on ne peut pas extraire encore d'ADN de cendres. Voilà. Elle s'est posé la question. Déjà à l'époque, on s'est dit est-ce qu'on peut trouver, alors il n'est pas question d'ADN, mais est-ce qu'on peut identifier, etc. Et même à l'heure actuelle, maintenant, on n'a pas encore la technologie. Donc c'est très difficile. Mais dès lors, en fait, qu'elle a retrouvé les cendres de son frère, donc là, comme vous avez dit tout à l'heure, elle va s'acharner, entre guillemets, à découvrir s'il y a eu un traître parmi les compagnons de Jean Moulin. Elle a notamment René Hardy. Ouais. Il ne faut pas le nommer. C'est le principal suspect. Mais comme vous dites aussi, donc, elle mène une enquête passionnante, mais aussi déroutante. Elle vous parlez également de l'affaire de Caluire. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que, comme vous disiez, en fait, elle n'est pas écoutée ou entendue par le barreau. Parce que, je cite, excusez-moi, parce que ça m'a... parce qu'en fait, ces arguments ne sont pas recevables parce qu'ils sont ceux d'une sœur qui parle comme il se doit pour une femme davantage avec son cœur qu'avec sa tête. Ça, c'est ce que dira Maurice Garçon, l'avocat de René Hardy, qui était un ténor du barreau. Mais à la limite, qu'un avocat dise ça pour défendre un accusé, ça peut se comprendre. Par contre, du côté de la justice, du ministère public, de la procédure, de l'instruction, là, on constate qu'il y a de nombreuses irrégularités, avec des juges d'instruction qui faisaient bien leur travail, qui se retrouvent mis sur la touche, des responsables de la police qui ont parlé à leur moulin, qui eux aussi se retrouvent mis sur la touche, des témoins essentiels des opérations allemandes qui ont conduit à l'arrestation de Jean Moulin, qui vont être exécutés avant le procès. Du coup, on ne peut pas les faire témoigner. On a un exemple encore qui est le plus choquant sans doute, c'était Steingrit, qui était l'adjoint de Klaus Barbie. Klaus Barbie, qui était le chef de la Gestapo de Lyon, qui est responsable de l'arrestation et très probablement de la mort de Jean Moulin. Eh bien, l'adjoint de Klaus Barbie avait été arrêté. Il a été arrêté et il a témoigné pendant l'instruction, pendant l'enquête, en disant « Hardy est celui qui nous a renseigné. Si on a arrêté Jean Moulin, c'est grâce à lui. » Et puis, il va se rétracter pendant l'audience. Il dit « Non, moi, tout ce que j'ai dit, c'était sous la pression des policiers. » Et on apprendra quelques décennies plus tard que l'avocat de Steingrit avait eu une proposition, finalement, des représentants de l'État français pour dire, voilà, vous vous rétractez, monsieur Steingrit, et vous serez libre dans moins d'1 an. Or, Steingrit était condamné à mort. Et bien, il va se rétracter et 6 mois après, il envoie une carte postale à son avocat depuis l'Allemagne en lui disant « Tout va bien pour moi, merci ». Donc, il y a eu vraiment on peut le dire, des magouilles au niveau de ce procès qui ont fait que justice n'a pas pu être rendue. Alors, pourquoi ?
pourquoi cette protection? Il y a plusieurs raisons. La première, sans doute, et la plus importante, c'est que ce procès s'est déroulé dans un contexte de guerre froide. Le premier procès date de 1947. Et à ce moment-là, la guerre froide démarre. Et on se retrouve avec pas seulement le camp de Hardy et celui de Moulin face à face, on se retrouve avec les pro-communistes, toute la résistance communiste qui englobe Jean Moulin, alors que Jean Moulin n'était pas communiste. Hein. Mais il est quand même intégré à cette mémoire de la résistance communiste, qui tire à boulet rouge sur René Hardy, qui lui incarne une autre résistance, la résistance liée au mouvement combat, qui était plus droitière, on va dire. Et là, on se retrouve avec un face-à-face des deux blocs, hein, le bloc communiste et le bloc anticommuniste. Et c'est dans cette logique-là que la vérité va être broyée, puisque rendre la vérité, rendre la justice aurait finalement desservi la cause des intérêts, en tout cas c'est ce que je pense, des intérêts du pouvoir qui à ce moment-là avait expulsé les communistes du gouvernement. Il y avait vraiment de grosses tensions qui faisaient que ce n'était pas le moment de faire passer le message que dans les rangs de cette résistance qui n'était pas communiste, il y avait des traîtres. Et pourtant, on trouvait des traîtres dans tous les voilà, un peu partout. C'était pas spécifique. Mais c'est pour cette raison-là que des documents aussi accablants que le rapport Stora, c'est un rapport allemand qui mentionne René Hardy comme indicateur, informateur, Gegenagent, c'est-à-dire contre-agent, donc agent retourné, complice. Tout ça va être balayé en disant non mais ce sont des documents qui ont été produits par l'ennemi pour semer la discorde au sein des Français. Donc on utilise ce genre d'argument et à l'arrivée, René Hardy est en 1947 relaxé au bénéfice du doute. Et deuxième procès en 1950, il va être acquitté à la minorité de faveur, c'est-à-dire que le juge, le jury militaire qui statuait sur son sort devait le condamner à 5 voix contre 7, et il n'y en avait que 4 contre 7. Donc c'était la majorité, mais il en fallait 5. Et donc à une voix près, il y a échappé. Mais pour autant, il n'a pas été innocenté. Oui, et de toute façon, cette affaire, enfin bref. Mais c'est vrai, comme vous avez dit tout à l'heure, donc Laure va, comment dire, elle devient la gardienne de la mémoire de Jean Moulin. Elle fera tout pour que tout le monde reconnaisse son action, et notamment en fait à contrecarrer les rumeurs comme quoi il aurait eu, que Jean Moulin aurait eu des affinités avec l'ennemi. Il aurait pactisé aussi avec l'ennemi. C'est pas vraiment, non, c'est pas vraiment un reproche qui lui a été fait. Il y a plutôt eu des idées qui circulaient selon lesquelles précisément il aurait été un agent communiste, ce qui est complètement faux. Et ça précisément, c'est Henri Freinet, qui était le chef du mouvement Combat, qui était, on va dire, un adversaire de Jean Moulin au sein de la résistance, qui s'opposait à l'action politique de Jean Moulin au sein de la résistance. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Et Henri Freinet a gardé beaucoup de rancœur vis-à-vis de Jean Moulin. Et on peut dire que ça s'est exacerbé quand Jean Moulin est devenu un héros national connu de tous, quand il est entré au Panthéon. Et là, Henri Freinet va écrire un livre qui s'appellera La nuit finira, qui paraîtra en 1973, si je me souviens bien, et dans lequel il tape dur sur Jean Moulin en expliquant que c'était un compagnon, un agent communiste, qui est une aberration. C'est pas du tout prouvé. Sachant que quelques décennies plus tard, on aura des personnes, des historiens qui diront, enfin un en particulier, qui dira que c'était un agent américain. Donc vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Et donc ça fait partie des accusations, entre guillemets, qui vont être portées contre Jean Moulin, et des accusations que Laure Moulin va s'employer à battre en brèche en faisant un travail d'enquête aussi et d'historienne, en se renseignant sur les arcanes de son activité. Et c'est aussi Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin, qui va faire ce travail-là de manière encore plus intense. Et après, accessoirement, il y a aussi d'autres rumeurs qui ont circulé sur Jean Moulin. On va dire que c'est un peu plus mesquin et un peu minable. Étant donné que Daniel Cordier, son secrétaire, qui a été recruté donc à l'été 42, était homosexuel, il y a des personnes qui ont dit « Ah, mais Jean Moulin était aussi homosexuel ». Comme si ça aurait pu entacher sa gloire ou quoi, ce qui est encore plus minable, hein, à la limite. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé ma première biographie sur Jean Moulin, j'avais tellement entendu parler de cette
histoire-là d'orientation sexuelle de Jean Moulin, que pour moi, c'était acquis qu'il était homosexuel. Alors qu'en fait, j'ai découvert tout le contraire. C'était plutôt un coureur de jupons qui adorait séduire les femmes, qui avait disons que ça n'arrêtait pas. On trouve beaucoup de lettres dans ses archives de femmes, etc. Donc, c'est pour vous situer un peu le niveau des attaques. Hein. Un agent communiste homosexuel. Voilà ce dont l'ont accusé ses adversaires dans l'après-guerre. D'accord. Et donc, juste pour écrire cette bio, j'imagine que vous avez eu accès à des archives privées, familiales. Oui. Que la famille vous a ouvert ces jardins secrets. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Exactement. En fait, il y a les archives familiales qui ont été précisément soigneusement conservées par Laure Moulin et aussi par leur père, Antoine-Émile Moulin, qui était un homme politique assez influent dans l'Hérault, un élu local, humaniste, très engagé, qui était tellement fier de la trajectoire qu'épousait son fils. Il était très fier de son fils, surtout c'était son dernier garçon, puisque son fils aîné, Joseph, était mort en 1907. Et il a gardé comme ça toutes les archives familiales, mais aussi de sa sœur. Hein. Il y a moins par exemple, de dissertations scolaires de Laure Moulin que de Jean. Laure, on en trouve, mais beaucoup moins. Et on a, comme ça, pour la famille Moulin, quantité d'archives, toutes les lettres qu'il s'écrivait entre frères et sœurs, père, sœur, enfin, tout ce qui pouvait être échangé, ou quasiment tout, a été soigneusement conservé. Et plus précisément par Laure Moulin, qui est devenue ensuite la gardienne de ces archives. Et ensuite, elles ont été transmises à une cousine de Laure Moulin et aux petites cousines que j'ai eu la chance de connaître et qui malheureusement nous ont quittés depuis, et qui elles aussi ont donné un accès libre à ces documents dans lesquels on peut plonger. Et grâce à ça, on découvre vraiment ce qui faisait toute leur intimité. Alors c'est un peu délicat quand on est étranger, ça, de plonger dans la vie intime de personnes. Ça demande beaucoup de délicatesse et de respect. Mais aussi, c'est une grande responsabilité de voir toutes les traces écrites qu'ont pu laisser ces personnes. On a aussi des photos, on a des dessins, on a en fait tous les papiers d'une vie que j'ai pu consulter et qui sont maintenant conservés en grande partie au musée Jean Moulin de la ville de Paris, qui a été transféré à d'Enfer Rochereau. Et il y a d'autres parties d'archives privées que j'ai pu retrouver en contactant des personnes qui avaient bien connu Laure Moulin, ou des personnes avec lesquelles elle avait travaillé, comme son éditrice Thérèse de Saint-Phal, celle qui a édité la biographie de Jean Moulin écrite par Laure en 1969. Et j'ai rencontré les derniers témoins de la vie de Laure Moulin, toutes les personnes qu'il avait connues, pour arriver à toucher au plus près de ce qu'était cette femme et pouvoir mieux la comprendre, la connaître et en reconstituer l'existence. Est-ce que vous avez eu accès également à des archives administratives, Oui, pénitentiaires bien sûr. Alors, sur le plan administratif, on a son dossier professionnel, puisqu'elle était professeure d'anglais et de lettres. Dans un premier temps, elle était professeure de lettres et d'anglais. Après, elle n'a plus fait que prof d'anglais. Et donc, aux archives nationales, on a son dossier. Et c'est très intéressant parce qu'à l'époque, les professeurs avaient une inspection annuelle. Donc, et elle, vu qu'elle enseignait 2 matières, elle avait 2 inspections par an. Et on pouvait voir que c'était d'abord une jeune professeure pleine de bonne volonté, qui était très sérieuse, très appliquée, qui a recueilli des avis très élogieux des inspecteurs académiques. Et puis, on voit quelle incidence ont eu sur sa vie et sur sa carrière certains épisodes très marquants. Et on parlait des procès hardis tout à l'heure de 1947 et 1950. Et on constate que quand on regarde les inspections de cette période-là, c'est plus la même chose. Disons qu'elle est toujours appliquée et sérieuse, mais les inspecteurs écrivent que par moments, elle semble avoir perdu de son entrain, de son dynamisme. Alors ça peut se comprendre parce qu'elle a commencé sa carrière en 1918. Donc 1918-1947, ça commence à faire beaucoup. Mais là, elle avait son moral qui était au plus bas à cause de ces injustices, des procès. Mais disons que ces documents-là étaient très précieux aussi pour ça, mais aussi pour la resituer en tant que fonctionnaire, puisqu'elle était fonctionnaire de la République. Elle avait une mission d'instruction, d'éducation, qu'elle prenait très à cœur. Et donc, j'ai pu consulter ces documents-là, mais aussi d'autres qui avaient trait à ses activités sociales.
par exemple, puisque dans l'après-guerre aussi, elle va beaucoup œuvrer en soutien aux seniors, on appelle ça maintenant les seniors, mais à l'époque, c'était les vieux. Et elle disait, elle s'investissait énormément dans la construction de maisons de retraite, de foyers, d'activités pour soutenir les personnes âgées. Et donc là aussi, on a des documents écrits, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'archives qui permettent de resituer, de comprendre qui était Laure Moulin. Mais jusque-là, personne n'était allé chercher dans ces documents. Mais parce que peut-être que, enfin moi la première, je l'ai découverte à travers votre livre, elle est méconnue, comme oui, beaucoup, en fait, elle comme est très méconnue. Femmes, hein, comme beaucoup de femmes qui ont œuvré dans l'ombre. Excusez-moi, mais bon, c'est vrai que beaucoup sont oubliés, sont dans les oubliettes entre guillemets. J'aime pas ce mot-là, mais non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que personne. Qu'est-ce que je voulais vous, je sais pas, Alejandra, vous avez une question? Vous n'hésitez pas, hein? Oui. Non, en fait, c'est la première fois que j'écoute Laure Moulin. C'est la première fois. Et c'est vraiment intéressant. Merci. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je vais chercher encore plus d'informations parce que c'est vrai, c'est la première fois que j'écoute à propos de Laurent. Ah ouais. Vous êtes espagnole? Merci à vous. Oui, en fait, je suis colombienne. Autant pour moi. Ouais. Parce que j'allais vous parler de la guerre d'Espagne, Laure Moulin et la guerre d'Espagne, mais c'est pas tout à fait pareil. Non. Je suis colombienne et c'est pour ça qu'il y a plus de femmes qui ne connaissent pas en Colombie parce que c'est vraiment, pour nous, c'est autre lieu, c'est autre continent, c'est ça. Et oui, c'est normal, bien sûr. Ouais. Oui, on connaît des femmes ici, mais des femmes en Colombie, en Latino-Amérique. Exactement. Mais pas de Laurent Moulin, c'est vrai. Ah oui, c'est compréhensible. Vous inquiétez pas, Alejandra. Même les Françaises, je pense que c'est ça. Ne connaît pas Laure Moulin. Mais il y en a beaucoup comme ça. Par exemple, j'ai eu un interview avec une historienne également sur Marguerite Thibert. Et Marguerite Thibert, c'est fantastique le travail qu'elle a fait dans l'ombre aussi, mais bon, personne ne la connaît. Bien, écoutez, je pense que moi, j'ai fini avec mes questions. Je vous remercie beaucoup, Thomas, d'avoir pris un petit peu de votre temps pour nous présenter. Merci, Valérie. Donc, je rappelle votre livre, Laure Moulin, Résistance et sœurs de héros. Et en fait, mine de rien, à travers ce livre, vous rendez quand même justice et hommage à toutes celles qui ont œuvré dans l'ombre et qu'on ne connaît pas. Parce Absolument. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Bien sûr, il y en a énormément. Mais oui, il y en a énormément. Donc, c'est vrai que toutes ces femmes... C'est impossible à chiffrer, mais on peut dire que c'est une composante essentielle des succès qu'a pu rencontrer la résistance face à l'occupant allemand. C'est-à-dire que l'occupant allemand était coupé de ses arrières. Il y avait des soldats, alors ils ont pu parfois compter sur la traîtrise ou le soutien de collabos, pour faire simple. Mais leurs adversaires, eux, pouvaient s'appuyer sur un terreau de liens sociaux, familiaux, affectifs, qui faisait défaut aux Allemands, aux nazis. Et donc, dans ce registre-là, on peut dire que tous les résistants, sans exception, à part ceux qui n'avaient pas de famille ou quoi, ont pu compter sur des femmes qui n'ont pas été honorées ni reconnues. Et quand elles étaient reconnues et honorées, comme vous avez parlé de Lucie Aubrac ou Danielle Casanova, c'est parce qu'elles avaient des activités résistantes qui étaient d'ordre militaire et qui donc étaient similaires à celles des hommes, entre guillemets, sachant que la résistance militaire, la résistance armée, est très minoritaire sur l'ensemble de la guerre. C'est-à-dire que pendant la quasi-totalité du conflit, à part les coups de main qui étaient lancés et puis les opérations de sabotage, etc., la plupart des activités de la résistance, c'est de l'évasion, du renseignement, de la collecte d'informations, des faux papiers, etc. Et les activités armées, ça a démarré vraiment avec la constitution des maquis, qui démarre en février 1943, vraiment, avec le service du travail obligatoire. Et après, les combats de la libération qui vont être menés. Mais sinon, le gros des activités de la résistance, c'est pas du tout des hommes dans les maquis avec des mitraillettes.
Ça, c'est une espèce d'image d'Épinal de la résistance, une espèce d'image du roman national qui a existé, mais qui n'est pas représentative de la résistance. Et c'est dans ce registre-là que s'inscrivent aussi les femmes et le manque de reconnaissance qu'on ne peut que constater. Justement, là, donc, à Pontivy, à la médiathèque de Pontivy, il y a une exposition qui a été faite par des lycéens, des secondes du lycée Joseph Lotte. Ils ont choisi des portraits de femmes, dont notamment une résistante pontivienne. Alors, je ne me souviendrai pas de son prénom, je sais qu'elle s'appelle Madame Lucas. Et en fait, elle, c'est pareil, elle passait des messages, elle était résistante, elle passait des messages dans son chignon. En fait, toutes travaillaient dans l'ombre, en fait. Elles sont toutes femmes, sœurs, mères d'un résistant, et toutes, en fait, travaillent dans l'ombre. Et je pense que, comme vous dites, c'est qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, de toute façon. C'est tellement... Ouais. Mais grâce à ce genre de travail, en effet, le travail qui a été fait à la médiathèque, ou le mien et d'autres, petit à petit, on commence à cerner la contribution des femmes à la résistance. Ben oui, parce que c'est vrai, comme vous dites, à part celles qui ont compris un fusil mitrailleur. Oui, voilà, qui ont pu avoir cette dimension spectaculaire et qu'il a été plus facile de mettre en avant. Marie-Madeleine Fourcade, qui, elle, a été à la tête d'un réseau. Enfin, voilà, il y en a beaucoup qui sont connus, mais par rapport à la réalité de leur rôle, de leur contribution, ça reste une toute petite fraction. Voilà. Donc, je vous remercie encore. Et donc, merci à vous. Votre livre, Laure Moulin. Et c'est vrai qu'en fait, à travers ce livre, vous levez le voile sur une femme d'exception, éternelle républicaine, grande résistante, et qui fit bien plus que seconder son frère. Exactement, oui, absolument. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Valérie. Merci Alexandra. Je vais chercher les livres. Bonne lecture. Merci. Voilà. Bien, mais merci encore à vous deux. À bientôt. Merci. Bon courage, Thomas. Merci, bon week-end, au revoir. Au revoir. Au revoir, Alexandra.